J'ai lu tous les prix littéraires de cette année, enfin presque tous les prix littéraires de cette année. Je vais vous donner mon avis sur tous ces livres. Alors écoutez bien parce que évidemment je fais un petit disclaimer en vous disant que cet avis-là ce n'est que le mien, que ce n'est pas non plus un avis de grand critique littéraire, bien loin de là. C'est très personnel. Je vous dis ce que moi j'en pense, ce que j'estimais étant être un grand livre et un livre un petit peu moins bien, celui qui m'a un peu moins passionné. Voilà, je vais tout vous expliquer dans ce livre, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Écoutez bien, j'ai même fait une mention spéciale à la fin sur, pour moi, le meilleur livre de cette rentrée littéraire. Et vous allez voir, je pense que tout le monde ne le connaît pas. Alors, écoutez bien. Le premier livre, c'est John Boyne, Les éléments, qui a été le prix Fnac et le prix Femina étranger. Là, dans ce livre, on rentre dans 4 histoires différentes qui représentent chaque élément, terre, mer, air, feu. Et on rentre dans différentes histoires qui viennent à la fois dénoncer des problématiques que les femmes vivent, mais aussi, des fois, mettre les femmes dans des positions qui sont extrêmement désagréables. Donc, on va avoir un jeune homosexuel qui est condamné pour avoir filmé un viol. Voilà. On va avoir une femme qui s'occupe des grands brûlés et qui est en fait une certaine forme de pédophile. Enfin bon, c'est des histoires qui sont vraiment très dérangeantes, mais qui pour le coup nous tiennent jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a un style qui est très simple et qui marche très très bien avec le récit, qui met vraiment en avant le récit. Ce qui est très fort, c'est que chaque histoire s'entremêle et que du coup, dans la première histoire, on découvre, mais dès la deuxième histoire, on retrouve des gens de la première histoire et des gens qui seront dans l'histoire 3 et dans l'histoire 4. Donc tout est extrêmement bien entremêlé. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Pour la tension narrative. En fait, j'avais vraiment envie de rester jusqu'au bout de ce livre. J'avais vraiment envie de... Je n'arrivais pas à le lâcher parce que vraiment, je le trouvais vraiment passionnant. Certaines personnes disent que cet auteur est problématique parce qu'il s'est revendiqué TERF ou autre. Enfin, peu importe ce qu'on en pense. Dans ce livre-là, je trouve qu'il est absolument pas problématique. Moi, j'ai pas ressenti quelque chose de vraiment dérangeant politiquement parlant. Bien au contraire, j'ai trouvé que c'était un livre qui fonctionnait très 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 bien, que je vous invite vraiment à lire. Pour moi, ça fait partie de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire et très 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 bon livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le prix Médicis, c'est Kolkhoz de Raphaël Carrère. Alors là, je vais pas vous mentir, il m'est un peu tombé des mains, le Kolkhoz de Emmanuel Carrère. Autant Carrère, j'aime bien son écriture, j'aime bien ce qu'il avait fait auparavant, notamment avec Limonov. Enfin voilà, il y a plein de livres que j'aime beaucoup chez Carrère, mais là, il revient sur sa famille, il revient notamment aussi sur sa mère, qui était une universitaire, il revient aussi sur sa mère, mais aussi pour découvrir son père. Donc, il remonte dans sa famille, on retrouve de l'histoire russe, on rentre aussi dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop intime. J'ai pas du tout réussi à m'identifier. Il y a des phrases qui sont très belles. L'écriture de Carrère est vraiment assez sublime. Donc, il y a toujours de belles fulgurances, il y a toujours de belles propositions, de très belles descriptions et des situations qui sont vraiment touchantes. La fin, notamment, est très touchante. Je ne vous la dévoile pas, bien sûr. Mais là, du coup, on remonte dans sa vie, on remonte sur ses origines. Et voilà, je trouve que autant le procédé est intéressant, autant l'écriture est vraiment passionnante, autant voilà, on re-rentre encore dans l'histoire familiale et j'ai pas réussi à accrocher, moi il m'est tombé des mains. Voilà, ça c'est très personnel, mais cela n'empêche que ça reste un bon livre qu'il faut que vous découvriez, mais j'ai été moins possédé dans ce livre-là que dans les autres livres qu'il avait écrit, qu'il a écrit et qui sont, je trouve, beaucoup plus intéressants. Voilà. Le prochain livre a eu le prix Flore et je parle de Toutes les vies de Rebecca Warrior. Alors, Rebecca Warrior écrit son premier roman. Je connaissais pas du tout auparavant, mais je sais qu'elle est chanteuse, elle est autrice du coup maintenant et compositrice et DJ. Et elle écrit un livre qui a eu le prix de Flore, et je comprends totalement pourquoi est-ce qu'il a eu le prix de Flore, parce que ça rentre totalement dans la dynamique du Flore. Sur, elle est homosexuelle, elle a sa femme, et sa femme du jour au lendemain est touchée d'une maladie grave, et du coup elle va l'accompagner, voilà, durant cette maladie-là, jusqu'à sa mort, et après sa mort. Je spoil absolument rien parce que c'est des choses que vous découvrez évidemment très rapidement dans le livre. C'est un livre qui est écrit de manière très poétique, il y a vraiment de très belles phrases extrêmement profondes, il y a de magnifiques fulgurances, je me rappelle plus si j'en ai sélectionné une ou deux, mais il y a des choses que j'aimais beaucoup. Elle cite évidemment Édouard Levé notamment, voilà, elle peut écrire: mon mental pétait littéralement les plombs, il me disait de me casser fissa, que je n'avais rien à foutre là, que c'était une perte de temps. Il me disait que ça ne servait à rien de souffrir dans le froid, seul sur une pierre, que je serais mieux dans une warehouse ou du speedball dans le cul.
Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très frontal, on est sur une écriture qui est très nerveuse, on est vraiment sur quelque chose une proposition qui est intéressante. On n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, on a vraiment une proposition au niveau du style, mais aussi une histoire qui là pour le coup est touchante. Moi je suis un peu hypocondriaque, ce qui fait que tous les problèmes de la maladie, du cancer, de la rémission, des rechutes, c'est des choses qui me touchent de beaucoup trop près, et ça m'a énormément angoissé. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est dans la structure du livre. Chaque chapitre est divisé avec une lecture qu'elle est en train de faire. Donc, il y a Marc Aurèle, il y a Édouard Levé, je crois qu'il y a Jean Giono aussi. Enfin bon, il y a plein d'écrivains différents. Et donc, à chaque fois, chaque chapitre, elle revient sur la lecture aussi du moment. Ce qui fait que ça parle aussi de littérature. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui est intéressant. En tout cas, c'est un livre que j'ai bien aimé, même s'il m'a procuré beaucoup d'angoisse. C'est un livre que j'ai trouvé très agréable à lire. Ce livre fait partie de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire, et c'est le prix Renaudot. J'ai eu la chance d'avoir cette femme-là en interview que je connais, qui est absolument remarquable. L'interview était géniale, vous pouvez la retrouver évidemment sur ma chaîne. C'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre. De quoi parle ce livre? On a les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, il y a une femme dont on ne connaît pas l'histoire, que Dumas ne développe pas, mais qui est un personnage extrêmement important, qui est Milady. Milady, c'est la grande méchante de cette littérature de Dumas, qui va empoisonner la femme de d'Artagnan, qui va poser de gros problèmes et mettre la zizanie partout. Généralement, on a une grande aversion pour cette femme-là dans les romans de Dumas. Et là, Adélaïde de Clermont-Tonnerre désire et décide de remettre au goût du jour cette histoire, en fait, de créer dans une forme qui se rapproche de celle de Dumas, l'histoire de Milady. Évidemment, c'est fictif, c'est de la fiction, mais ça me permet de pouvoir mieux comprendre comment cette femme est devenue la plus grande méchante de la littérature, comment cette femme est, pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'elle est. C'est toujours des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à produire ce mal, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir été aussi mauvais avec certaines personnes ou autres. Ben là, elle répond à cette question-là en créant l'histoire de Milady. Ce qui est trop bien, c'est qu'elle commence son livre en reprenant la fin des Trois Mousquetaires. Et donc directement, on rentre dans ce bain-là, on retrouve des personnages qui, si on n'a jamais lu les Trois Mousquetaires, qu'on découvre en réalité, parce que c'est pas nécessaire d'avoir lu les Trois Mousquetaires en fait pour lire ce livre-là. Par contre, ce livre donne envie de lire les Trois Mousquetaires pour pouvoir mieux comprendre. Et franchement, l'histoire est passionnante. C'est une fiction, c'est une vraie fiction. J'aime énormément la fiction. Et là, pour le coup, ça m'a embarqué directement. L'histoire est passionnante. Il lui arrive 1500 choses. Et à la fin, on se pose une grande question. Quel est l'espace qu'il y a entre comprendre et excuser? Est-ce qu'on peut excuser toutes les actions qu'a eu Milady dans l'histoire de Dumas, quand même c'est un personnage fictif, enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut excuser quelque chose tout en le comprenant? Est-ce que le fait de comprendre nous amène à excuser? Ou est-ce qu'on peut réussir à comprendre sans excuser? Et je trouve que c'est là qui est très difficile, parce qu'à la fin, on a beaucoup d'empathie pour elle, et on se dit, ouais, mais on comprend pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Et voilà, parfois comprendre le mal nous invite aussi et peut nous pousser à l'excuser, donc ça pose des questions qui sont vraiment profondes. C'est un livre très féministe, mais qui n'est pas contre les hommes, mais qui est pour les femmes. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ça aussi, ça fait partie de mes coups de cœur, et je suis trop content que cette femme ait reçu le prix du meilleur livre étranger, parce que c'est une Argentine qui s'appelle Leila Guerriero. Le livre s'appelle L'Appel, histoire d'une femme argentine. En Argentine, il y a eu une dictature, la dictature de Videla, dans la fin du XXe siècle, donc c'était assez récemment. Et puis il y a eu une femme à l'intérieur qui s'appelle Silvia Labeirou, qui a vécu une histoire. En fait, c'était une montonera, c'est-à-dire que c'était une résistante qui était contre Videla et qui était pro-Perón dans le régime politique de l'époque, et qui a été enfermée, enlevée, séquestrée, torturée, a eu un enfant dans les camps de torture, et on revient sur toute son histoire. Mais on revient sur toute son histoire, pas uniquement dans les camps de torture. Il faut savoir que Videla, pendant cette dictature-là, a créé des espaces où il y avait vraiment une grande répression. Tous les gens qui étaient des opposants politiques, justement, étaient enfermés dans ces espèces de centres de torture, notamment l'ESMA.
et on les faisait parler pour pouvoir dénoncer d'autres personnes, pour pouvoir eux aussi les torturer et dénoncer encore d'autres personnes. Énormément de gens ont disparu du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. Les gens aussi qui ne prenaient pas position pouvaient être enfermés et être torturés. Cette femme-là a réussi à s'en sortir. Et en fait, ce livre parle moins de ce qu'elle a vécu dans cette espèce de camp de torture que l'après. Parce que quand on sort d'un camp de torture, et qu'on reste vivante à la suite d'un camp de torture, quelle est la question que nos amis se posent? Qui est-ce qu'elle a dénoncé? Est-ce qu'elle n'a pas viré d'un autre côté pour pouvoir survivre? Est-ce qu'elle n'a pas changé de penchant politique elle non plus? Est-ce qu'elle nous a pas trahis? Alors on va s'en éloigner, alors on va la mettre de côté. Et là arrive la deuxième torture en fait, la torture de la sortie, la torture de la liberté. Et en l'occurrence, c'est ce que montre ce livre, c'est que autant ce qu'elle a vécu à l'intérieur est innommable, en réalité, c'est absolument horrible. C'est vraiment un penchant culturel qu'il faut connaître. C'est extrêmement intéressant. Hein. Videla, c'était quand même un parti fasciste. Enfin, c'est un penchant culturel qui est énorme en Amérique latine. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits sur cette dictature-là. Mais par contre, l'après-dictature, enfin pas l'après-dictature, mais l'après-torture est absolument abominable aussi. Et c'est la tentative d'une femme de pouvoir essayer de se reconstruire. Leila Guerriero, ce n'est pas de la fiction, c'est la spécialiste de la non-fiction. Elle est extrêmement connue, extrêmement suivie, justement pour ses enquêtes. C'est à la fois très romanesque, donc d'une écriture qui nous embarque dans une histoire, et à la fois extrêmement documentée. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu énormément de recherches qui ont été faites, énormément de documents qui ont été apportés, énormément d'entretiens qui ont été faits, et tout est extrêmement bien détaillé. Il y a même des dialogues qu'elle recrée à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai profondément aimé, que je trouve absolument incroyable. Elle écrit à un moment donné: enlevé, torturé, enfermé, qu'on fait accoucher sur une table, violé, forcé de feindre enfin la liberté, et là, répudié, rejeté, suspecte. Si on devait définir le livre, ça serait par ça. Et je trouve que voilà, c'est ce qu'a vécu cette femme et que c'est abominable malgré le fait que ça soit extrêmement important de découvrir ce genre de livre-là. Et ça fait partie des grands livres et je pense que dans 100 ans, 200 ans, on parlera encore de ce livre. Maintenant, je vais vous parler du prix Décembre qui est Les Forces de Laura Vasquez, qui est un livre, alors là, qui est très difficile de pouvoir définir. C'est l'histoire d'une fille qui n'est pas d'accord avec l'ordre social. En fait, c'est exactement ça. Et va faire une espèce de monologue pour dénoncer énormément de choses dans l'ordre social. Pour être honnête, j'ai lu 150 pages, et puis il m'est complètement tombé des mains. Voilà, autant c'est très très bien écrit, mais je trouve que c'est tellement bien écrit, il y a tellement de belles phrases que je suis abreuvé de tout ça, et qu'en fait je trouve que ça devient monotone. Voilà, j'ai pas forcément plus apprécié que ça, cette espèce de monologue intérieur. Il y a des trucs où on commence à lire, on est complètement embarqué, et puis après elle part sur autre chose. C'est vraiment de l'écriture expérimentale. De toute façon, le prix Décembre, c'est quand même quelque chose de très très niche comparé au prix Goncourt. C'est un peu l'anti-prix Goncourt. Donc là, en l'occurrence, voilà, moi j'ai pas réussi forcément à plus accrocher que ça, donc c'est très difficile de pouvoir vous en faire des éloges ou vous en parler positivement. Dites-vous une chose, c'est que si vous aimez bien les écritures qui sont vraiment expérimentales, avec une tentative d'analyser le monde, avec un monologue qui n'est pas cohérent, qui est parfois désordonné, qui vient dire des choses extrêmement poétiques en utilisant vraiment la simplicité, je pense que ce livre va vraiment vous plaire. De l'autre côté, j'ai trouvé que, bah voilà, moi j'ai pas été embarqué, hein, c'est très personnel, c'est très subjectif, j'ai pas réussi à être embarqué par ce livre, et de toute façon, pour être encore plus honnête, j'avais lu La Semaine Perpétuelle, celui qu'elle avait fait avant, je crois qu'il y avait eu le prix Pulitzer, et pareil, le prix Wepler, pardon, et pareil, j'avais pas été embarqué non plus. Donc c'est tout simplement ma sensibilité qui n'est pas touchée par cette autrice. Voilà. Mais lisez-le et faites-vous votre propre opinion. Alors là, comment dire, hein, elle a eu le prix Femina. Elle a eu le prix Goncourt des lycéens. Elle a eu le prix des lycéens du Renaudot. Elle a quasiment tout raflé en fait cette année. Et je parle évidemment de Natacha Apana, La nuit au cœur. Alors, je l'ai lu au tout début de la rentrée littéraire, ce qui fait que je me rappelle plus très très bien. Mais si je dis pas de bêtises, on revient sur 3 histoires de femmes victimes de la violence de leurs compagnons. Exactement, ce sont des féminicides, et elle
et, si je ne me trompe pas, la seule à avoir survécu. Hein. Natacha Apana parle aussi d'elle à l'intérieur, elle est la seule à avoir survécu, et elle revient sur des féminicides, et notamment un, moi j'habite à Bordeaux, qui a été fait à Bordeaux, où une femme a carrément été immolée. Enfin, c'est absolument sordide, et chaque histoire, elle a un rapport avec chaque histoire, je vous dis pas lequel, mais je sais qu'elle a un rapport particulier avec chaque histoire, et que ça vient dénoncer énormément de choses. Par contre, l'écriture est vraiment sensationnelle, il y a de très belles choses, il y a des phrases qui sont vraiment magnifiques. Le livre est extrêmement bien construit, il n'y a pas trop de pathos, il y a une juste distance entre l'histoire qui est racontée et cet auteur justement qui est en train de déballer quelque chose d'intime tout en essayant de se détacher de cette chose-là, sachant qu'elle parle à son nom. J'avais surligné quelques passages. Voilà, par exemple, elle écrit à un moment donné: dans cet état double où mon esprit se débat avec mon corps, je sens confusément que je suis à la fois celle que j'étais avant cette nuit et celle qui est sortie de cette nuit. Je trouve cette phrase vraiment sublime. Il y en avait une autre aussi, voilà, qui permet de mieux définir. Je ne suis pas chrétienne, mais l'atmosphère pieuse, l'encens, le silence, les prières m'entourent et me calment. Ici, même au Lode, il y a des gens qui viennent adorer, demander grâce. Certains s'agenouillent dans l'allée. Que demandent-elles ces personnes? Je voudrais savoir ce que contiennent ces chuchottis. Je voudrais comparer toutes les prières, les pardons quémandés, les faveurs demandées, les grâces implorées, et alors, à l'aune de ma propre litanie, je mesurerai le degré de mon malheur. C'est quand même magnifique, hein. Il y a vraiment de très belles phrases. C'est écrit à la première personne. Il y a aussi des espèces de lettres qui sont données à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un très bon livre qui mérite tous les prix qu'elle a eus. C'est entièrement mérité. Et là, on est sur le prix des Deux Magots, et si je me trompe pas, il vient d'avoir un autre prix aussi, je ne me rappelle plus lequel, et je parle de Le Monde est fatigué de Joseph Cardona. Pareil, j'ai eu la chance de le recevoir en interview, donc je vous invite à aller regarder l'interview avec Joseph Cardona pour pouvoir en savoir plus sur lui. C'est un livre qui parle des femmes sirènes. Alors, qu'est-ce que c'est que les femmes sirènes? C'est une femme qui a eu un accident pas possible. On le sait plus tard dans le livre qu'est-ce qu'elle a eu comme accident, et qui devient sirène, c'est-à-dire que elle va dans les aquariums, elle va dans les piscines pour faire des spectacles en tant que sirène. Voilà. Sauf que derrière cette sirène-là se cache toute une histoire de vengeance. Une histoire de vengeance qui fait très mal, parce que elle va tenter de retrouver la personne qui lui a procuré, qui lui a fait vivre cet accident, qui lui a fait perdre ses membres, ses prothèses ou autres, et pour pouvoir se venger. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle va aussi rencontrer des gens sur cette route-là, et notamment des gens qu'elle va apprécier, des petites histoires d'amour qu'elle va créer, qui eux aussi ont des particularités. Et la particularité, la chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans le livre d'Incardona, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est différent, qui rencontre des gens qui eux aussi ont des différences qui sont vraiment exacerbées, et que l'écriture elle-même est différente dans le livre. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Joseph Cardona, il écrit d'une certaine manière, il y a quelque chose de très poétique, et il joue avec les mots, il joue avec les phrases, il entremêle des citations, il trouve des petites fulgurances, enfin voilà, c'est très beau. Il y a de la répétition, quelque chose de répétitif, mais qui n'est pas c'est pas redondant, en fait, c'est de la répétition, mais c'est une répétition qui est contrôlée, qui est maîtrisée, ce qui fait que à chaque fin de chapitre, on retrouve une même phrase qui revient, qui chantonne, un peu comme le chant des sirènes. Voilà, il y a quelque chose aussi d'homérique un peu dedans qui vient traiter des sujets qu'Homère aurait pu traiter dans Ulysse, notamment dans le passage des sirènes. Enfin bon, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une fiction, encore une fois. Dieu merci, il y a de très belles fictions, et j'ai vraiment beaucoup aimé un Cardona qui est très fort, et qui maîtrise très bien ce domaine, et qui nous procure un livre vraiment très intéressant. Écoutez bien, c'est écrit sur la 4e, il y a tellement de bruit, alors qu'il faudrait du silence, canaliser l'émotion, poser une compresse fraîche sur la folie du monde. Et comment faire, hein. Et cette femme-là va peut-être même faire l'inverse. Donc lisez-le, c'est vraiment bien. Ça, c'est le dernier livre des prix du coup que j'ai lu. Évidemment, je termine avec le prix Goncourt, avant de passer par la mention spéciale du livre que moi j'ai préféré dans cette rentrée littéraire. Évidemment, j'ai lu La Maison vide de Laurent Mauvigné. Alors, là, les avis divergent. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que l'écriture est sublime. Il y a quelque chose de très proustien, évidemment, ce sont des phrases qui sont assez longues, il y a des métaphores qui sont incroyables, il y a une écriture qui est très maîtrisée, on sent qu'il y a un réel travail en amont dans ce livre. Enfin voilà, au niveau de l'écriture, il n'y a absolument rien à dire. Cependant, le livre fait 750 pages environ, et il se passe
pas grand-chose en réalité. On revient sur la vie de cet auteur qui rentre dans une maison vide, justement, Laurent Mauvigné, et qui va remonter de génération en génération à travers les grandes femmes de sa famille. Que ce soit son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère, enfin voilà. Et du coup, il revient sur leurs histoires, il recrée leurs histoires. Donc c'est de l'autofiction, c'est quelque chose évidemment d'assez romancé. J'avoue que je me suis un peu ennuyé, que j'ai trouvé ça un peu plat au niveau de l'histoire. J'ai pas réussi à rentrer à l'intérieur à fond. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Ben parce que je trouve que ça manquait de dynamisme, ça manquait d'accélération, de souffle, un peu de chair, ça manquait d'élan narratif. Là où l'écriture le permet, elle est hypnotique, hein, cette écriture-là. Donc on va au bout du livre, ne serait-ce que pour l'écriture, pour la beauté, et aussi ces histoires de femmes qui sont assez intéressantes, hein. On retrouve des aspects de la société à l'époque qui posaient problème et qui peuvent encore poser problème aujourd'hui. Ça s'accélère vers la deuxième partie du livre, mais j'ai trouvé que c'était assez long, moi, 150 pages pour me parler d'une femme qui fait du piano, qui est amoureuse de son pianiste et à qui on impose de devoir se marier avec un autre homme sur 150-200 pages. Voilà, je trouvais que c'était un peu long, beaucoup de détails, des fois c'est assez laborieux, les phrases peuvent être de temps en temps un peu alambiquées, mais honnêtement, il mérite entièrement son prix Goncourt, ne serait-ce que pour l'écriture. De là à dire et à crier que c'est un chef-d'œuvre, pour moi, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que pour moi, un chef-d'œuvre influence tout ce qui va être fait par la suite et révolutionne tout ce qui a été fait auparavant. En l'occurrence, est-ce que c'est le cas de ce livre? Non. Donc, est-ce qu'on peut crier au chef-d'œuvre? Je ne sais pas, je le remettrai en question. De là à dire qu'il ne mérite pas son prix Goncourt, je trouve pas. Il mérite son prix Goncourt. C'est un grand livre, c'est un beau livre, mais ma sensibilité fait que je n'ai pas accroché à travers cette lenteur constante dans la tension narrative et dans l'histoire qui est racontée. Cependant, lisez-le, faites-vous votre propre avis. Et enfin, pour terminer, ça n'a pas eu de prix. C'est une écrivaine qui n'est pas française, mais qui a écrit pour moi le meilleur livre. J'ai tout lu d'elle, c'est une de mes écrivaines favoris. Elle a écrit pour moi le meilleur livre cette année, et c'est Mariana Enriquez, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Et alors là, s'il y a une femme qui dénonce les problèmes de femmes en Argentine notamment, c'est bien Mariana Enriquez. Ce texte, évidemment, se passe en Argentine à travers plusieurs nouvelles. Si je dis pas une bêtise, je crois qu'il y a 12 nouvelles. Voilà, 12 nouvelles bouleversantes et brillamment composées, c'est totalement le cas. On traverse les cauchemars, on traverse les émotions, on traverse tous les corps de toutes ces femmes qui peuvent être à la fois des fantômes, à la fois des femmes qui se font retirer leur utérus pour se l'implanter ailleurs. Il y a des histoires qui sont très fantastiques. Il y a quelque chose de très Stephen King, il y a quelque chose de très Edgar Allan Poe aussi. C'est vraiment très très sombre, c'est très très noir. Et là, merci. Qu'est-ce qu'on vit de grandes émotions à travers ces histoires qui sont courtes, détonnantes. On peut en lire une le matin, on se lève, on en lit une. Par la suite, on prend les transports en commun, on peut en lire une aussi. Le soir avant de se coucher, on peut en lire une. C'est le bénéfice de la nouvelle, c'est que ces histoires sont indépendantes, mais vivent aussi ensemble. C'est-à-dire que elles ne pourraient pas vivre séparément de ce recueil où toutes condensées veulent dire quelque chose, propose à ce livre de vraiment pouvoir exprimer une idée, exprimer une pensée et aussi de montrer des histoires qui nous font vivre des émotions vraiment, vraiment, vraiment intenses. On passe du cauchemar, on passe d'un rapport au fantôme. Je pense à cette histoire d'une femme, enfin d'un enfant qui a été tué dans les rues parce que il y a énormément de cambriolage, il y a énormément de délinquance et que personne ne lui a ouvert la porte à cet enfant-là alors qu'il était innocent et que maintenant c'est son fantôme qui vagabonde dans les rues et vient toquer à la porte et il y a cette femme qui tente de libérer ce fantôme-là de son corps, de son âme. C'est onirique, mystique, il n'y a pas du tout de développement personnel, pas du tout de spiritualité New Age, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans c'est très réel et elle utilise le fantastique pour dénoncer les aspects de notre société et je trouve que c'est très très fort parce que le fantastique est là à la fois pour nous extraire du monde mais pour aussi pouvoir y revenir en le dénonçant à travers un regard qu'on ne pose pas forcément et notamment des fois ça peut être le regard d'un fantôme, un fantôme qui est en train de décrépir complètement dans son corps et qui observe des situations et nous on est dans la peau du fantôme, c'est vraiment passionnant. Franchement c'est le meilleur livre pour moi de cette rentrée littéraire avec une autre qui s'appelle Nicole Ortega que j'ai pas présenté mais celui-là, j'ai adoré ce livre et j'en parlais avec des amis à moi libraires et on se dit, bon ben voilà, ce livre-là, c'est clairement le meilleur que j'ai pu lire cette année et de très très loin. Voilà, vraiment de très très loin. Et c'est un excellent livre. Donc, lisez-le.
Et si vous voulez, bah maintenant vous pouvez choisir ce que vous voulez dans dans les propositions que je vous ai faites. Évidemment, n'écoutez pas que ce que je vous ai dit. J'ai des opinions moi aussi. Je suis sensible à certaines choses et d'autres beaucoup moins, ce qui fait qu'il y a des choses qui me plaisent et d'autres moins. Ça ne veut pas dire que vous, ça ne va pas vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous en voulez plus. N'hésitez pas non plus à me dire vous quels sont vos coups de cœur de cette rentrée littéraire là en commentaire, afin de pouvoir faire découvrir à d'autres personnes aussi des livres qu'on n'aborde pas. Et puis voilà, je vous remercie à tous, partagez à fond cette vidéo, ça m'aide énormément, likez-la et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire aussi ce que vous en avez pensé. Bye bye, passez à tous une excellente journée.